Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part aux États-Unis et je vais vous raconter la folle histoire d'Aaron Ralston, qui a littéralement dû donner de sa personne pour se sortir de la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Bienvenue dans Incroyable Destin. Aaron Ralston est né le 27 octobre 1975 aux États-Unis, dans l'État de l'Indiana. Il déménage avec sa famille dans le Colorado, où il y fera ses études. Aaron est un élève brillant. Il obtient facilement son diplôme à la Cherry Creek High School, puis part à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Il finira premier de sa promotion avec un diplôme d'ingénieur en génie mécanique. Il sera même membre d'honneur de deux des plus grandes fraternités étudiantes des États-Unis. Mais Aaron, il n'est pas seulement doué pour les études. Il se révélera être également un sportif accompli. Passionné par l'escalade et l'alpinisme, il effectuera des stages à l'étranger et deviendra un sportif de haut niveau, toujours pendant son cursus scolaire. Il décroche ensuite un travail chez Intel, mais sa passion à lui, c'est l'aventure. Il aime partir seul gravir des montagnes, plus ou moins dangereuses, faire du rappel, faire de longues randonnées à pied ou à vélo. Sa fougue et son envie de toujours se surpasser sont ses principaux moteurs. C'est pourquoi il va se fixer un objectif, réaliser l'ascension hivernale de tous les 14ers du Colorado en solitaire. Mais Messia, c'est quoi un 14er ? Eh bien, laisse-moi t'expliquer, jeune curieux avide de connaissances. Dans le jargon alpiniste américain, un 14er est une montagne dont le sommet culmine à plus de 14 000 pieds, c'est-à-dire à peu près 4 300 mètres de haut. Je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais donc il faut savoir que le Colorado possède pas moins de 58 14ers. Il commence ce projet en 1997. Et il faut savoir que l'exploit a déjà été réalisé, mais jamais en hiver et encore moins en solo. Ça, c'est histoire de vous montrer un peu la détermination du bonhomme. Ainsi, Aaron va quitter son emploi confortable d'ingénieur en mécanique chez Intel en 2002 et se trouve un travail dans une boutique d'équipements sportifs de haute montagne à Aspen. Ce qui lui laisse encore plus de temps pour s'entraîner et donc de réaliser ce projet incroyable. Nous sommes en 2003 et Aaron a déjà gravi une quarantaine de sommets. Alors ça peut paraître assez énorme dit comme ça, mais en fait les alpinistes font ce qu'on appelle des combos. Voilà, typiquement c'est présenté sur le site officiel, donc ils peuvent effectuer donc ces combos qui sont catégorisés par difficulté. Ils profitent en fait d'une première ascension et de la proximité d'un autre pic pour pouvoir cumuler donc ces deux ascensions quand c'est possible. Voilà, on peut voir ici exactement sur le deuxième tracé que c'est la même chose. Ils profitent de la première ascension pour ensuite prendre un chemin secondaire, je dirais, pour arriver au deuxième pic. Donc des fois, ils peuvent cumuler les ascensions et faire plusieurs pics à la fois en fait. Aaron côtoie la mort plusieurs fois lors de ses ascensions, frôlant la noyade dans des rapides, échappant de peu à une avalanche, faisant la rencontre d'un ours qui, sans doute, l'aurait bien vu finir dans son estomac. Bref, notre protagoniste aime le danger. Et il le dit lui-même d'ailleurs. J'étais arrivé à un point où il me fallait sans cesse frôler la mort pour me sentir en vie. Le risque, c'est comme une drogue. Plus vous le pratiquez, et plus vous en avez besoin. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est cette plénitude, lorsque l'effort est accompli et que l'on se retrouve seul face à l'immensité de la nature. Le 23 avril 2003, Aaron se rend au parc national de Canyonlands dans l'Utah, à environ 4 heures de route d'Aspen, dans l'objectif de se maintenir en forme. Son programme, des randonnées à pied, à vélo, de l'escalade, bref, une partie de plaisir pour cet aventurier chevronné. Sur lui, puisqu'il ne compte y rester que 3 jours, il s'équipe assez légèrement. Dans son sac, on peut y trouver un peu de matériel d'escalade, un couteau suisse, une lampe frontale, une caméra, quelques vivres et 4 litres d'eau. Il garde donc son véhicule dans le désert et part à l'aventure. Les 24 et 25 avril, il alterne entre balades en VTT et petites grimpettes. Le samedi 26, il décide de passer la journée à escalader. Ainsi, il va se diriger vers le Blue John Canyon.
Pendant sa randonnée pour rejoindre le canyon, Aaron va croiser sur sa route 2 randonneuses avec qui il va faire connaissance et passer une partie de la journée avant que le trio ne se sépare. Les filles partent rejoindre leur véhicule et lui est toujours décidé à aller faire de l'escalade sur les parois des gorges de l'Utah. Et pour cela, il a un endroit bien précis en tête, situé au bout d'une faille dans laquelle il aura à disposition une paroi de 20 mètres à escalader. Il ne le sait pas encore, mais il se dirige à présent vers l'épreuve la plus éprouvante de sa vie. À 14h, alors qu'il progresse à l'intérieur d'une faille assez étroite, Aaron repère sur son chemin un rocher coincé entre les 2 parois. Il décide de le contourner et pour cela, il souhaite prendre appui dessus pour descendre en contrebas et continuer sa progression. Aaron jauge la situation, tape du pied sur le roc pour vérifier la stabilité, puis se décide à le franchir. Sauf que le rocher, sous le poids de notre protagoniste, se déloge et dégringole, entraînant Aaron au fond du canyon avec lui. Par réflexe et pour protéger sa tête, il va mettre ses bras devant lui pour tenter de repousser le rocher, mais va ainsi se retrouver quelques mètres plus bas, le bras droit coincé entre la paroi et le roc de plus de 300 kg. Là, c'est la panique. Enragé par la situation et boosté par l'afflux d'adrénaline, Aaron essaie de tirer sur son bras le plus fort possible. La douleur est intense. Il se débat frénétiquement, tente de soulever le rocher, mais rien n'y fait. Il est pris au piège. Suspendu dans la faille avec les aspérités du canyon comme seul support pour ses pieds, et son bras droit bloqué par l'impitoyable masse rocheuse. Il crie de toutes ses forces pour appeler à l'aide, mais se rend vite compte des maigres chances qu'il possède de pouvoir se faire entendre, et surtout d'être secouru. C'est là qu'il réalise qu'il est bloqué au milieu du désert américain, où il n'y a pas âme qui vive à des centaines de kilomètres à la ronde, et surtout, qu'il n'a prévenu personne de sa destination précise. Il décide alors, tant bien que mal, de faire l'inventaire de son sac et de ses possibilités. Il ne possède plus que 2 burritos et 1 litre d'eau dans son sac, et ses seuls outils à disposition sont son couteau suisse et son matériel d'escalade. Aaron envisage toutes les possibilités et décide dans un premier temps de piqueter le rocher avec son couteau. En fait, il veut l'effriter suffisamment pour pouvoir essayer de libérer son bras. Mais ce travail-là est colossal. Et pour autant, il va essayer pendant des heures jusqu'à la nuit tombée. Pour rappel, on est en avril. Les journées sont relativement clémentes, mais la nuit, le froid tombe très vite. Pendant la première nuit, Aaron va avoir l'idée d'utiliser son matériel d'escalade pour lancer une corde au-dessus de lui et ainsi la coincer à l'aide d'un nœud dans les aspérités des parois et y fixer son baudrier pour pouvoir s'asseoir et ainsi économiser ses forces. Le lendemain matin, vers 9h, les premiers rayons de soleil pénètrent la faille dans laquelle il se trouve. Tant bien que mal, et en se contorsionnant, il parvient à réchauffer un peu ses pieds et ses jambes. Grâce à ça, le deuxième jour, Aaron est un peu remotivé. Il passe donc à une nouvelle possibilité qu'il avait envisagée. Facilité par le point d'ancrage qu'il s'est créé la nuit précédente, il essaye, à l'aide de cordages, de faire un système de poulies qui pourrait multiplier sa force et ainsi essayer de déloger le rocher. Après de longues manipulations et ralenti par la possibilité de n'agir qu'avec une seule main, Aaron tente alors de se dégager. Il y met tout son poids, tire de toutes ses forces, mais rien n'y fait. L'intraitable roc ne bouge pas. Ses efforts l'épuisent et il est déjà très déshydraté et sous-alimenté. Et le peu de vivres qu'il possède l'oblige à se rationner. La deuxième nuit de survie tombe et le froid se fait toujours autant ressentir. Aaron décide de récupérer les cordages inutiles de son installation pour les enrouler autour de ses membres et met son sac à dos par-dessus sa tête afin de conserver sa chaleur corporelle. Le troisième jour se lève et Aaron prend donc cette habitude de se réchauffer les jambes lorsque les rayons de soleil le permettent. Ce jour-là, il tente à nouveau avec plus de cordages de déloger le rocher, mais c'est toujours impossible. Vient alors la dernière possibilité, la pire,
celle à laquelle il ne voulait pas être confronté, mais il n'a plus le choix. Pour lui, s'il compte se sortir vivant de ce calvaire, il doit s'amputer le bras. Il tente alors, après s'être posé un garrot, de s'entailler l'avant-bras avec son couteau suisse, mais à cause de ses manipulations le premier jour, ce dernier est totalement émoussé et parvient à peine à s'entailler le bras après plusieurs essais. Il abandonne donc cette idée et sombre peu à peu dans le désespoir. Pour lui, c'en est bientôt terminé. 4e jour, Aaron n'abandonne pas l'idée de se débarrasser de son bras, mais puisqu'il ne peut pas découper, il décide de planter son couteau à plusieurs reprises dedans. Mais c'est là qu'il se rend compte qu'il sera impossible de couper ou de casser ses os de cette manière. Désespéré, il grave alors son épitaphe sur la paroi à côté de lui et décide d'enregistrer ses dernières paroles grâce à la caméra qu'il avait amenée. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Le 5e jour se lève et Aaron n'en revient pas d'être encore en vie. Il est totalement déshydraté, il n'a plus d'énergie et a presque accepté que cette faille serait son tombeau. Pourtant, il observe encore son bras. Il constate que, dû au manque de circulation à cause de l'écrasement, sa main commence à se putréfier. En faisant quelques mouvements, il constate également que ses os sont moins solides et se tordent plus facilement. Il va alors tenter le tout pour le tout. Alors, je préfère vous prévenir, si jusqu'à présent vous avez trouvé le récit un peu dur, là on va rentrer dans la partie la plus trash. Donc si vous voulez quitter la vidéo ou passer, je vous mets un petit timecode. Et puis pour les plus résistants d'entre vous, eh bien, on est reparti. Dans un dernier élan de rage, et déterminé à se dégager de cet enfer, il va exercer avec tout son poids un effet de levier sur son bras et parvient à se briser les 2 os de son bras. Il est à 2 doigts, ou plutôt à une main, de tomber dans les pommes, mais un sentiment d'euphorie se fait vite ressentir, car il sent qu'il a maintenant la possibilité de se dégager. Mais il doit encore se couper les chairs, les tendons et les artères avec pour seul outil son canif émoussé. Ce qu'il fera évidemment dans la douleur intense, mais il le sait, il peut s'en sortir. Et c'est ça qui lui permettra de résister à cet acte impensable et à ne pas s'évanouir. Après 1 heure d'acharnement, et aux alentours d'11h30 le 1er mai 2003, Aaron parvient enfin à se libérer. Pour autant, ce n'est pas terminé et il le sait. Il doit maintenant trouver de secours au plus vite. Il emballe donc son bras mutilé dans un sac en plastique, prend une dernière photo de la scène et part en direction de sa voiture. Sur le retour, il se retrouve en haut d'une falaise de 20 mètres qu'il parvient à descendre en rappel péniblement avec un seul bras. En bas, il doit désormais marcher une 15aine de kilomètres pour retrouver son véhicule, mais il est totalement épuisé. Il a perdu 18 kilos et évidemment beaucoup de sang. Par chance, au bout de 10 km, il va apercevoir au loin une famille de randonneurs. Il rassemble ses dernières forces et arrive à attirer leur attention en les appelant à l'aide. Ces derniers vont lui donner de quoi manger et de quoi boire et vont appeler les secours. Secours qui, par chance, n'étaient pas si loin, car avec l'aide de sa famille et de son employeur qui les avait prévenus de son absence, ils avaient repéré sa voiture et avaient entamé les recherches. Ainsi, 4 heures après s'être amputé, il est héliporté vers l'hôpital le plus proche. Aaron Ralston est un miraculé. Suite à cette histoire, il va écrire un livre autobiographique en 2004 qui va devenir un best-seller. Il va bien sûr attirer les médias du monde entier et va aussi raconter son histoire dans des conférences. Il n'abandonne pas pour autant son projet des 14ers,
Désormais équipé d'un crochet à la place du bras droit, il va réussir son objectif en 2005. Il participera aussi à plusieurs expéditions en Argentine, en Alaska et va également gravir le Kilimandjaro. Mais cette fois il a retenu la leçon, il est désormais plus prudent et prévient toujours ses proches de sa localisation. Enfin, en 2010, sort le film 127 heures, qui correspond au temps qu'il a été pris au piège par ce rocher, réalisé par Danny Boyle, qui reste relativement fidèle à son histoire et qui a été couronné du succès avec 6 nominations aux Oscars. Et voilà, notre deuxième histoire est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé si parfois vous m'avez trouvé un petit peu moqueur, mais c'était pour alléger un peu le récit parfois très brutal. Et Aaron lui-même s'amuse de cette situation. Il s'est par exemple déguisé en Capitaine Crochet pour Halloween et dit ne regretter absolument pas son choix et son geste. Sachez également que pour apparaître dans certaines conventions, il aura pu demander jusqu'à 25 000 $ de cachet. Il a également, en 2013, été poursuivi pour violence conjugale, poursuite visiblement classée sans suite. En fait, tout ça pour dire que dans mes chroniques, je suis pas là pour encenser, glorifier ou faire des éloges de la personne, mais plutôt pour raconter leur histoire de survie, qui, évidemment, force le respect, mais en aucun cas ne cautionne ce que ces personnes pourraient faire en dehors de ces histoires. Voilà, alors surtout prévenez vos proches si vous partez dans la nature, d'autant plus si vous êtes seul, même pour une simple randonnée a priori sans danger. Je vous laisse me dire en commentaire quelles auraient été vos réactions face à une telle situation. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!